Donc, sans plus tarder, commençons. Juste vous aviser que l'événement est enregistré afin de pouvoir servir la mobilisation ensuite. Donc, si jamais vous n'êtes pas d'accord, seulement pas mettre votre caméra. Puis, si ça ne vous dérange pas, vous êtes vraiment les bienvenus de vous afficher puis de participer, en fait, activement aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous remercier d'être présents et présentes à ce 3e webinaire du printemps organisé par le Sierra Club Québec. Notre organisme a pied dans la province depuis 15 ans cet automne et fait partie de la grande fédération de la Fondation Sierra Club Canada. La mission du Sierra Club Québec, c'est de protéger et de restaurer le patrimoine naturel de ce territoire. Donc, en hommage à ce territoire et à ses occupants historiques, permettez-moi de procéder à une brève reconnaissance territoriale. Celle que je vais utiliser a été adaptée d'une qui a été écrite par des membres de la communauté algonquine pour le Conseil des arts du Canada. Donc, le lieu dont nous discuterons aujourd'hui est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Sierra Club reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations et nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. Sierra Club Québec entend respecter et affirmer les droits fondamentaux et issus de traités de tous les peuples autochtones du territoire. Il souscrit et continuera de souscrire aux engagements pris envers les nations et les peuples autochtones quant à la reconnaissance de leur autodétermination et de leur souveraineté. Pour finir, SCQ reconnaît l'oppression historique génocidaire exercée sur les territoires, cultures et premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui Canada et croit ardemment que la défense des équilibres écologiques et de la nature peut contribuer au processus de guérison et de décolonisation que nous devons poursuivre ensemble. So I'm so sorry for Anglophone. I hope you knew that there's an option at the bottom of your screen called interpretation, and you can select English so that you hear everything from this conference in English. Pour les francophones, vous pouvez aller sur interprétation, le petit globe en bas de l'écran, sélectionner le français afin d'entendre tout ce qui sera dit dans cette conférence en français. Merci. J'aimerais maintenant laisser la parole et faire un tour de table avec nos panélistes afin d'apprendre à mieux les connaître. Vous êtes également les bienvenus, vous-même comme participants, à écrire dans le chat d'où vous provenez et avec quel groupe vous êtes affiliés s'il y a lieu. Allons-y dans l'ordre qu'ils présenteront. D'abord, Madame Rebecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours. Bonsoir tout le monde. Effectivement, mon nom est Rebecca Pétrin. Je suis directrice générale de l'organisme Eau Secours. Donc, on a pour mission de promouvoir la gestion responsable et équitable de l'eau au Québec. Étant donné que le projet qui va être discuté ce soir pourrait avoir un impact majeur sur la qualité de l'eau au Québec, on m'a invité à venir présenter. J'en suis vraiment honorée. Dans le passé, en fait, j'ai étudié un baccalauréat en biologie. J'ai poursuivi mes études avec une maîtrise en gestion de l'environnement. Au courant des 10 dernières années, j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet ministériel au niveau du gouvernement provincial de l'environnement pour un peu mieux connaître en fait les rouages de la politique et l'application des différentes réglementations. Par la suite, j'ai œuvré à un organisme en démarrage qui s'appelait Vert Terrebonne, donc dans la ville de Terrebonne, et puis finalement la direction de Eau Secours. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus en grand nombre ce soir. Allons-y ensuite avec Monsieur Tom Schwab de la Coalition Verte. Good evening. My name is Tom Schwab, and I'm with the Green Coalition. My training is not in the environment. I'm an electrical engineer, but I have been interested in the environment since my teenage years, and I've been with the Green Coalition for over 25 years. I'm now vice president of the Green Coalition, and I'm also on the executive of RCPR, Ralliement contre la pollution radioactive. And I will talk about Chalk River and the danger posed
to all communities downriver from Ralston and Chalk River. So thank you for this opportunity to bring this issue to the fore. Allons maintenant à la rencontre de M. Gilles Provost, représentant pour le ralliement contre la pollution radioactive, RCPR. Bonjour. Alors, j'ai fait passer toute ma vie comme journaliste, 15 ans au devoir, 25 ans à l'émission Découverte de Radio-Canada. J'ai pris ma retraite en 2009 et lorsqu'on a lancé le projet de dépotoir de Chalk River, je m'y suis intéressé et des choses. Maintenant, je travaille presque à demi-temps juste de suivre tous les dossiers et je suis un des 2 porte-parole du ralliement contre la pollution radioactive avec Ginette Charbonneau qui est physicienne. Donc aujourd'hui, je vais vraiment décrire le projet, comment il fonctionne et je vais essayer de montrer ou de démontrer que l'information qui est donnée au public est trompeuse et pratiquement mensongère. Voilà. Enfin, il est notre privilège d'accueillir ce soir M. Ole Hendrickson, président du Comité de conservation nationale de la Fondation Sierra Club Canada. Thank you, Isabel. I retired in 2012 after a 28-year career as a federal ecological scientist. Since then, I've been the researcher for a small group called Concerned Citizens of Renfrew County and Area, which is based near Chalk River. And I'm also, as you said, I'm the chair of the National Conservation Committee of Sierra Club Canada Foundation. I'll be talking about the history of Chalk River laboratories, the sources of the radioactive waste there, and the plans to put some of it in a giant mound. Thank you. Sans plus tarder, débutons les présentations. Premièrement, Mme Rebecca Pétrin. Ce ne sera pas bien long, je vais vous partager mon écran. Donc, comme je vous avais mentionné, la thématique de ce soir dans ma présentation sera évidemment la protection de l'eau et plus précisément l'eau potable. Je vais commencer en fait par vous présenter le portrait de l'eau, en fait, le bassin versant là, de la rivière des Outaouais. Et puis, par la suite, on va survoler les différentes menaces à sa préservation. Et finalement, peut-être que faire là, plus directement contre le projet de site d'enfouissement. Donc, je vais vraiment survoler. Je crois qu'il y a des personnes ici autour de la table qui vont pouvoir beaucoup plus vous utiliser là, sur les différentes étapes à suivre sur ce projet-là. Donc, question eau, vrai ou faux? Est-ce que nous buvons la même eau que les dinosaures? Bien, évidemment, la réponse, c'est vrai, étant donné que l'eau, on ne la crée pas. C'est toujours la même eau depuis le début de la création en fait, de la planète et de l'eau qui circule. Ici, vous voyez à l'écran, en fait, c'est le cycle de l'eau. Donc, on voit les nuages, la pluie, la neige. Ça, c'est les précipitations en fait, qui tombent au sol, qu'on appelle eau douce. L'eau peut tomber sur les montagnes, sur de la surface bétonnée ou dans une surface naturelle, des milieux humides. Dépendamment de où tombe l'eau, elle va soit s'évaporer, soit percoler dans le sous-sol, ou soit qu'elle va ruisseler sur le dessus de la terre jusqu'à ce qu'elle se retrouve finalement dans l'océan pour rejoindre l'eau salée, qui est en contradiction finalement à l'eau douce. Et par la suite, sous l'effet du soleil et de la chaleur, cette eau va se réévaporer et retourner sous forme de nuages pour retourner en précipitation. Donc, c'est un cycle, ça tourne. Que pensez-vous de la croyance populaire selon laquelle nous avons une quantité phénoménale d'eau potable au Canada et que nous avons même des surplus? Parce qu'effectivement, quand on regarde sur les cartes, on voit que dans le Canada et au Québec, l'eau, elle est omniprésente, elle est partout. Donc, pour plusieurs personnes, en fait, pour la majorité des gens, on s'imagine qu'on peut à peu près faire n'importe quoi avec cette eau.
parce qu'on va toujours en avoir finalement. Mais qu'en est-il vraiment? Donc, ici, vous pouvez reconnaître en fait les grands lacs qui se jettent en fait dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, 20 de l'eau, ici, on parle de l'eau douce, évidemment, parce que l'eau salée, on ne peut pas vraiment l'utiliser à notre consommation, donc on se concentre vraiment sur les statistiques de l'eau douce. 20 de l'eau douce dans le monde se retrouve au Canada, ce qui veut dire qu'on a 1/5 de la ressource mondiale. C'est énorme. Il y a très peu de pays qui ont la chance d'avoir autant d'eau douce que ça. Mais cette eau, malheureusement, elle n'est pas accessible, elle n'est pas renouvelée. Donc, du 20 on ne peut pas utiliser toute cette eau-là. Qu'en est-il dans les faits? Dans les faits, il y a seulement 6,5 de notre eau qui se renouvelle dans l'eau mondialement. Donc, le reste, donc 93,5 de l'eau ne se renouvelle pas, mais provient bien de la dernière ère glaciation où la glace avait recouvert en fait les continents. Elle a fondu, elle a formé les lacs, les rivières et les nappes phréatiques, donc les nappes souterraines. Cette eau, elle est dite minérale. Si on la puise, elle ne reviendra pas en fait dans les stocks sous forme de précipitation. Elle va s'écouler graduellement vers les océans et ne reviendra pas. Donc, c'est une réserve. Et de plus, 60 de cette eau coule vers le nord, alors qu'on sait que la majorité de la population au Canada vit dans le sud, d'où le renouvelé est accessible. Donc, dans les faits, il y a seulement 2,6 du total mondial de l'eau qui est accessible au Canada. On est quand même loin du 20 initial qu'on croyait. C'est beaucoup moins, c'est 10 de moins. Donc, vous voyez ici, c'est les Grands Lacs. Les Grands Lacs sont la plus grande réserve d'eau douce au monde sous forme de lac. Le lac supérieur fait partie des 5 plus gros lacs d'eau douce au monde et c'est encore nous qui sommes chanceux de l'avoir. Évidemment, on partage cette ressource-là avec les États-Unis. 99 de cette eau vient de la fonte des glaciers, comme je vous ai parlé, de la période glaciaire. Elle est donc non renouvelable. Il y a seulement 1 de l'eau de ces grands lacs-là qui revient annuellement. Donc, on pourrait se permettre d'utiliser. Si on utilise plus de 1 de l'eau des Grands Lacs, on diminue notre réserve en eau. Et un fait important, c'est qu'il y a 10 millions de Canadiens et Canadiennes qui boivent l'eau des Grands Lacs. Et si on prend la portion du fleuve Saint-Laurent, c'est près de 2 millions de Québécois, en fait, qui boivent l'eau des Grands Lacs. Donc, entre 1971 et 2004, donc c'est les dernières statistiques que nous avions à jour, il y a 8,5 de notre eau finalement qui s'est perdue. Donc, on a utilisé plus d'eau que la quantité d'eau qui s'est renouvelée. Donc, on a perdu 8,5 des réserves, ce qui est quand même énorme. Et on peut imaginer que de 2004 à aujourd'hui, le taux n'a pas diminué étant donné que notre consommation d'eau augmente sans cesse et que la destruction aussi des ressources en eau donc, diminue. Donc, il y a de plus en plus de contamination et de destruction de milieux humides et autres. Donc, moins de ressources et plus de consommation. Et d'après vous, qui utilise le plus d'eau? Souvent, on a tendance à pointer en fait les citoyens, mais qu'en est-il réellement? Donc, ici, on a un graphique, un schéma qui nous démontre un peu où va l'eau. Donc, sur la goutte à la gauche, on voit par secteur que la majorité de l'eau, 70 %, est vouée à l'agriculture. Ces chiffres n'ont pas été mis à jour, donc les Nations unies ont sorti il y a 2 semaines un rapport mettant à jour ces chiffres et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre ma présentation à jour, mais on est plus près du 80 % maintenant que du 70 % pour l'agriculture. Ensuite, 20 % pour l'industrie, 2 % à la maison et 8 % pour la production d'énergie. Donc, quand on parle des barrages, c'est la quantité d'eau, disons, qui est évaporée d'un réservoir ou de toute l'énergie, l'eau qui va être utilisée, disons, dans une centrale aussi. Quelle que soit la centrale, que ce soit thermique ou nucléaire, la portion d'énergie qu'on utilise, ça représente 8 % de la consommation. Donc, on peut voir qu'il y a quand même 4 fois plus d'eau qui est utilisée pour produire de l'énergie que ce qu'on utilise en milieu résidentiel. Dans la maison, à droite, en fait, c'est le 2 % qui est utilisé à la maison. On extrapole en fait pour détailler là, les différents pourcentages. On voit qu'il y a 35 % qui est utilisé pour la douche et le bain, 30 % pour la toilette,
25 pour le ménage et seulement 10 pour la cuisine. Donc, au final, sur la quantité d'eau qu'on utilise, il y en a une très minime portion qui est vraiment consommée directement, donc seulement 10 du 2 Mais malgré ça, ce 10 %-là est indispensable parce que l'humain doit consommer de l'eau et cette ressource-là ne peut pas être remplacée par quoi que ce soit d'autre. On peut remplacer le pétrole par une autre source d'énergie, on peut remplacer la farine par le riz, on ne peut pas, malheureusement, remplacer l'eau par une autre ressource. Donc, même si le pourcentage de consommation est très minime, il est vital. Et c'est pour ça que l'eau, en fait, c'est indispensable en fait, de la protéger là, parce que c'est impossible de survivre sans eau. Donc, d'après vous, d'où vient l'eau de votre robinet et où va-t-elle ensuite? Ça paraît tout à fait naturel. Au Québec, on ouvre le robinet. Au Québec, ou en fait, je dois dire en Ontario. Je crois qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent qui probablement proviennent de l'Ontario. On ouvre le robinet, l'eau coule, on enlève le bouchon, l'eau disparaît. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Parfois, ça peut être un peu nébuleux. Ici, je vous présente le réseau hydrographique de la rivière des Outaouais. Donc, c'est la rivière qui nous intéresse ce soir. À titre indicatif, j'ai pointé avec la flèche rouge le lieu où aurait lieu le site d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc, on voit que c'est un très grand bassin versant. Ça monte jusqu'en Abitibi. Ça descend jusqu'en fait, au lac des Deux-Montagnes parce que c'est là où se déverse la rivière des Outaouais pour se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Ça monte très haut au nord du parc La Vérandrie. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un bassin versant, c'est délimité par la ligne du partage des eaux. Donc, quand il pleut, à l'intérieur de ce périmètre-là, cette superficie-là, l'eau va toujours finir par rejoindre la rivière des Outaouais, à moins évidemment qu'elle s'évapore. Mais c'est en fait le territoire où l'eau va se déverser dans la rivière des Outaouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les impacts, toutes les activités qui auront lieu dans ce territoire-là pourraient avoir un impact sur la qualité de la disponibilité en eau dans la rivière des Outaouais, parce que c'est tout interrelié. Donc, l'eau, dans le traitement en fait, de l'eau potable, si je prends par exemple la ville d'Ottawa, la ville de Vaudreuil ou toute autre ville qui est le long de la rivière des Outaouais, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'on voit au début du circuit ici qu'il y a la prise d'eau dans la rivière, dans le lac. Ça, c'est pour les municipalités en fait qui s'approvisionnent en eau de surface. On ajoute des produits chimiques pour capter en fait les contaminants. On va les mettre dans des bassins de brassage, ça va précipiter. On va filtrer le tout ici. Par la suite, on ajoute du chlore pour bloquer la prolifération des micro-organismes et des algues et on met dans des réservoirs. Par la suite, ça va dans un système d'aqueduc jusqu'à la maison. On remarquera que c'est assez simple comme système de traitement, dépendamment de la qualité d'eau à l'entrée. Ces systèmes-là vont être de plus en plus complexes. Jusqu'à présent, au Canada, il y a très peu de municipalités, voire aucune, qui sont munies d'un système de traitement pour retirer les matières radioactives. Donc, c'est là où c'est important parce que si jamais il y avait une contamination à la radioactivité, on ne pourrait pas, dans un court terme, enlever cette radioactivité-là de l'eau potable qu'on consomme. Donc, je vous ai juste montré quelques photos à titre indicatif. C'est une gracieuseté de la ville de Vaudreuil, en fait, qui m'avait partagé ces photos de qu'est-ce que peut avoir l'air des bassins de traitement d'eau potable. Ici, c'est des bassins pour faire décanter les contaminants. Toute la tuyauterie avec des indicateurs, des machines pour calculer les contaminants et tout dans l'eau. Donc, c'est une eau qui est très, très testé régulièrement. Ici, c'est un lavabo qui coule en continu. Il y a des différents échantillons qui sont prélevés plusieurs fois par jour pour s'assurer en fait de la qualité des eaux. Ici, c'est pour les eaux usées. Donc, ça montre un peu c'est quoi l'assainissement. Ça sort de la maison. Il y a les égouts pluviaux qui s'en vont directement dans la rivière. Sinon, si ça sort de la maison, on appelle les eaux grises qui viennent et qui passent dans des différents en fait, stades de traitement qui peuvent être très simples à très complexes, dépendamment des municipalités. Ça diffère beaucoup d'un endroit à l'autre. Et puis,
Toujours, en fait, à cette étape-ci, la majorité des produits chimiques fins, exemple les produits pharmacologiques, les pesticides, les insecticides, sont malheureusement pas traités parce que ça demande des investissements très coûteux et de la haute technologie que la majorité des municipalités au Québec ou en Ontario n'ont pas. Donc, l'important, c'est de faire attention à ce qu'on jette dans nos eaux usées à la maison parce que ce n'est pas systématique que tous les contaminants qu'on va mettre dans l'eau vont être traités avant la sortie en rivière. Donc, les principales menaces à l'eau, quand on parle de menaces à l'eau, il y a 2 critères qui sont super importants. C'est une menace à la quantité de l'eau et une menace à la qualité de l'eau. Parce qu'on a dit que l'eau, c'est une ressource qui est vitale. Et puis, quand on parle de gestion responsable de l'eau, en fait, c'est d'avoir suffisamment d'eau pour les besoins de base, donc la quantité, et d'une qualité suffisante pour nous permettre, en fait, de demeurer en santé lorsqu'on la consomme. Les deux sont indispensables. S'il nous en manque un des deux, on ne parle plus d'accès à l'eau. Comme je vous ai montré tantôt, c'est le bassin versant de la rivière des Outaouais. Ici, les croix que vous voyez, en fait, c'est tous les sites miniers en activité en ce moment dans le bassin versant. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Les sites miniers sont en fait des enjeux majeurs sur la qualité de l'eau parce que lorsqu'il y a un déversement, et ça arrive quand même souvent, l'eau déversée, en fait, va rejoindre systématiquement la rivière des Outaouais, à moins d'avoir un deuxième bassin de confinement. Mais c'est une menace réelle à la qualité de l'eau. L'utilisation des métaux lourds et autres produits chimiques là, pour le traitement des minerais en fait des eaux très toxiques. Donc, on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup. Présentement, il y en a 16 000 en activité dans le bassin versant. Par la suite, on peut parler de fuites et déversements de gouttes de pétrole. Une seule goutte pourrait contaminer 25 litres d'eau. On ne parle pas juste de pipeline, on parle de camionnage, de train, on parle de plateformes aussi de transbordement qui pourrait y avoir des déversements. Donc, plus on augmente en fait notre utilisation des hydrocarbures, plus on augmente le risque qu'il y ait des déversements dans l'environnement et la contamination de nos eaux aussi. Par la suite, une autre menace bien réelle au Québec, c'est les eaux usées qui sont non traitées. 150 milliards de litres d'eau non traitée sont encore déversés chaque année dans nos lacs et nos rivières. Qu'est-ce qu'il y a dans ces eaux? Il y a des détergents, des surfactants, des désinfectants, des produits pharmaceutiques, médicaments, des additifs alimentaires, pesticides, produits chimiques, métaux lourds et tellement d'autres produits. Et lorsque, en fait, par les épisodes de fortes pluies ou des bris mécaniques ou des lacunes dans les infrastructures, et là, on fait des communément appelés flush gates, comme on a vu à Montréal, bien, ces eaux très lourdement contaminées vont directement dans nos lacs et rivières. À titre indicatif, ici, vous voyez, c'est une carte, en fait, que Fondation Rivière a publiée à l'automne dernier. Vous pourrez aller voir, c'est déversement.fondationrivière.org. Vous pouvez cliquer sur chacune des municipalités, ça va vous donner le nombre de déversements par année, puis par habitant. Donc, on peut voir que les seules municipalités qui n'ont aucun déversement enregistré en 2019, c'est celle en bleu. On peut voir qu'il y en a quand même pas tant que ça sur la carte. Mais c'est un outil qui est quand même intéressant. Vous allez vous amuser à visiter votre municipalité. Donc, rapidement, les autres sources en fait, de contamination à l'eau, on a les produits pharmaceutiques, autant pour les médicaments qui sont jetés dans la toilette que pour les consommateurs. Donc, quand on va à la toilette, par la suite, on relargue une grande partie des médicaments qu'on consomme. Tout ce qui est parfum, crème pour la peau et autres aussi, lorsqu'on va à la douche, ce sont des produits qui vont directement dans nos eaux, donc dans nos lacs et rivières. La fonte des glaciers qui vient affecter directement la quantité d'eau disponible, donc le couvert enneigé qui diminue année après année. Et puis, les glaciers qui fondent et qui se mélangent à l'eau salée, ça, c'est une ressource inestimable d'eau douce qu'on perd à chaque année, malheureusement. Pesticides, insecticides qui sont épandus, en fait, dans les différents champs et lors des épisodes, en fait, de fortes pluies, c'est lessivé et ça rejoint malheureusement nos cours d'eau. Les cyanobactéries, généralement dues à un apport de phosphate, donc des engrais en terre agricole, donc ça génère des épisodes de prolifération intense pendant l'été, puis ça rend en fait l'eau impropre à toute consommation et même à activité récréotouristique dans les plans d'eau.
les barrages qui nuisent énormément à l'écoulement naturel des eaux, ce qui fait que ça peut affecter la quantité d'eau disponible dans le sous-terre. Et puis ici, on voit un magnifique milieu humide, donc on détruit aussi graduellement l'ensemble des milieux humides du Québec. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur ça parce que c'est moi en lien avec ce soir, puis je ne voudrais pas prendre trop de temps sur les autres présentations. Je pourrais vous les représenter par la suite. Juste un mot rapide sur l'empreinte sur l'eau. Aussi, quand on voyait qu'il y avait 20 de l'eau qui était utilisée dans l'industrie et puis 70 dans l'agriculture, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, on nécessite de l'eau dans les procédés. Et puis ici, vous pouvez voir, en fait, la quantité d'eau qui est utilisée pour produire chacun de ces produits-là. Donc, 1000 litres d'eau pour produire 1 litre de lait, 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande, 270 000 litres d'eau pour un ordinateur portable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une empreinte sur l'eau. Donc, c'est l'eau virtuelle que chacun de nous consomme lorsqu'on consomme des aliments. Donc, on fait une attention particulière à la surconsommation. Ça a un impact direct là, sur la quantité d'eau qu'on utilise, malheureusement. Donc, savez-vous quel impact aurait le site d'enfouissement sur notre eau? Ici, c'est une image que j'ai tirée de l'épisode de découverte, en fait, qui schématise bien de quoi pourrait avoir l'air un déversement. Donc, en haut à droite de l'écran, vous voyez ici que ce serait la rivière des Outaouais. Ça serait un patron là, une simulation, en fait, de déversement, si jamais il y avait, puis ça rejoindrait, en fait, directement la rivière des Outaouais, la contamination aux produits radioactifs. Je vais laisser mes collègues en fait plus en parlant en détail, puis étant donné qu'ils sont trois à présenter le tout, puis je ne prendrai pas plus de temps là-dessus. Donc, rapidement, que puis-je faire en tant que citoyen? Bien, informez-vous des enjeux qui menacent la préservation de l'eau. Parlez-en à votre entourage, puis on va être nombreux à connaître la problématique, on va être nombreux à être mobilisés, plus on va se faire entendre. Et puis, n'hésitez pas à signifier aussi à vos élus vos préoccupations. Cette année, on est en année électorale au municipal et fort probablement aussi au fédéral. C'est deux paliers qui sont vraiment importants dans ce projet-ci. Donc, soyez présents au conseil municipal, soyez présents auprès de vos élus, puis faites savoir en fait l'importance que ça a pour vous, ce projet-là, que ça ne passe pas. Et puis, évidemment, soutenez les organismes comme Au Secours et Ottawa Riverkeeper parce qu'on est fortement mobilisés, on transfère l'information et votre support est vraiment important là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Mme Pétrin. Passons maintenant à Tom Schwab, étant donné que le temps file. Tom, you have to open your mic. Oh, sorry. Okay. Can you hear me? Okay. The Green Coalition has over 60 environmental groups in the Montreal region. The main focus of Green Coalition is in the nuclear domain, working in conjunction with Ralliement contre la pollution radioactive, is the Chalk River dump and the Rolfton reactor, which are near the shore of the Ottawa River. The federal government has outsourced the operation and management of these nuclear waste disposal sites to industry, namely Chalk River Nuclear Labs, a consortium of multinationals, including SNC-Lavalin, which is pretty famous recently. The plan for Chalk River is for a near-surface dump with a 5-millimeter engineered membrane cover. The dump is situated near a creek that flows into a lake 1 kilometer from the Ottawa River. The risk of radioactive material leaking into the Ottawa River is very small in the short term. However, the Earth's crust is unstable in the more than thousands of years time scale of the waste's radioactivity due to tectonic shifting, earthquakes, changing water courses, and fissures allowing water infiltration. Near-surface dumps are further at risk due to flooding, hurricanes,
tornadoes, and animal and human intrusion. The Rolphton Candu plant is proposed to be entombed in concrete. This is a brilliant idea, saving a lot of money and complexity, except for two little nagging issues. It is almost guaranteed to leach into the river within 60 years due to water infiltration through cracks, which 60 years seems already to be beyond the lifetime of most of our bridges and overpasses. It is also against the recommendations of the International Atomic Energy Agency, which reserves this particular option of entombment for Chernobyl type of disasters. Now, the consequences of a leak are unthinkable. The water treatment plants of Ottawa, Gatineau, Laval, Montreal, as well as numerous other municipalities, could be catastrophically affected. Many municipalities have stated that without drinking water, their populations would have to be evacuated. This was in the context of an oil spill, but the outcome with a radioactive spill is similar. It is to be noted that unlike oil, there is no known process to clean up radioactive tritium. To make matters worse, some of the waste will remain dangerous for hundreds of thousands of years. There are no credible waste management policies for this timescale, nor can the consortium be expected to remain existent for even more than 100 years to manage this project. Risk management must take this into consideration, but it seems that the huge consequences are not considered, as the short-term risk is small, but there's no margin of error here. Not to worry, we have the Canadian Nuclear Safety Commission to ensure safe procedures and policies. This agency is responsible for setting the standards, licensing, and enforcement of the nuclear industry. However, given the lack of transparency, the lobbying going on, and its resulting documents, many suspect that it is an industry-captured agency. For example, the proposed dump at Chalk River will be a repository of low-level radioactive waste. One would expect that a clear and precise specification of what low-level radiation is would be referenced. Indeed, the specification does define low-level waste to be material that the operator deems fit to be deposited in a near-surface dump. So it's a circular definition. So it is up to the operator of the dump to set the standard, which may even change from day to day. Another important element missing from the disposal process is the consideration of longevity or half-life of the waste. Some are in days, while some are tens of thousands of years. Another glaring example is the phrase best efforts that is found in numerous CNSC documents. This is inconsistent with safety. CNSC has regular public consultations, but as we have seen in many other areas of environmental hearings, the public is consulted and then is ignored. Reports do not reflect the hearings. Once the dump becomes operational, it is feared that nuclear waste from other locations in Canada and even abroad will be accepted there. This is one of the reasons that we oppose small modular reactors. The technology in SMRs is untried and under development. The timeline is about 10 years for first deployment. But what is sure is that more radioactive waste will be produced. The other problems with SMRs are the uncertainty in its viability, the ballooning financial costs, the processing of nuclear weapons grade fuel, and its lateness to help with climate change, while possibly diverting focus from alternative green energy technologies. It could provide
a smokescreen for governments who do not want to engage in immediate carbon mitigation action by promoting SMRs, which doesn't require immediate actions, yet appears as green technology. And the icing on this SMR cake is the production of possibly unknown and new radioactive isotopes and compounds. Nevertheless, 4 provinces and the federal government are pouring millions into its research and development. But this would only be a tiny down payment. One can then observe an example today of the care with which industry treats radioactive waste at Port Hope, Ontario. Rusting barrels of waste lie within feet of a city sidewalk, separated by just a chain link fence. Trucks hauling waste down the 401 highway and in fast food parking lots leave traces of radioactivity. Waste has been spread to city dumps in the area, and scavengers of building materials have contaminated numerous dwellings in the region. Let me just remind you of the dangers of radioactivity. There is no safe level of radiation, only an acceptable one. It is a random but cumulative process. Each ray or particle may or may not hit and damage a cell. The body may or may not be able to repair the damage. In an unfortunate but very unlikely circumstance, one particle could cause cancer to develop and emerge 20 years later. But as the radiation dose rises, so does the damage and risk of disease, to the point where the body's repair capacity is overwhelmed and burns can become evident in 15 minutes and death results within days. Now, at a much higher level view of the waste problem, democracy and our capitalist system do not seem to be equipped to cope with such projects that have thousands of years of timescale. Politicians and public servants operate on a 5-year electoral cycle, while industry is attuned to a bonus or fiscal year or even quarter cycle. The nuclear industry is like no other in the risks and consequences that it poses. Accidental pollution normally can be fixed by cleanup and possibly short-term displacement of population. Failing that, nature can always be relied upon to clean up the mess, even if it takes decades or more. However, radioactive pollution is in a class by itself. As mentioned, it is difficult and very expensive to clean up, but some isotopes and compounds such as tritium have no known procedures to isolate and remove them. Again, nature will come to the rescue, but in this case, it may take 100,000 years. The decisions taken now on nuclear projects and waste will affect countless generations into the future. So here's the challenge. We are volunteers, outnumbered in resources, funding, and voice, facing industry and a biased government. The public is unaware of the huge issues at stake and believes and trusts that government has our best interests in mind. If we continue on this road, there will be devastating environmental and financial consequences. We need to get the message out. Thank you. Thank you, Tom. I have no words. Yeah. Passons donc à Gilles, qui devra trouver les mots. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais parler du dépotoir de Chalk River. J'ai donné ici tout de suite deux
deux liens à l'émission Découverte. Il y en a un, c'est un article qui est fait à partir du reportage, mais c'est à peu près tout ce qui existe en français pour le grand public, qui est facile d'accès et qui explique la problématique du dépotoir. Donc, c'est vraiment un document de référence. Je me suis aperçu aussi que la plupart des gens, des Québécois, sont absolument incapables de dire où est Chalk River sur une carte. Donc, on voit ici Montréal et l'Outaouais, Gatineau, Ottawa. Et si on continue en suivant la frontière, on arrive finalement à Chalk River, qui est sur la frontière de l'Ontario et du Québec, dans le Témiscamingue. Mais même là, c'est pas facile d'accès parce que Chalk River, d'abord, c'est une... bon, il y a un petit village qui s'appelle Chalk River où il y a à peu près personne. Il y a les laboratoires de Chalk River sont un grand terrain qui est pris sur une base militaire, la base militaire de Petawawa pendant la dernière guerre mondiale, et ça a été isolé comme centre de développement pour de la recherche militaire sur les bombes atomiques. Et donc, on voit la zone ici, et la petite section en jaune, c'est tout simplement la zone qui est développée. Tout le reste a l'air d'être de la forêt. Et si vous voyez cette autre carte, vous voyez que les laboratoires sont sur les restes qui étaient autrefois une île, qui est maintenant, il y a un bras qui est de la rivière qui est asséché, mais du côté québécois, la route va jusqu'à Harrington Bay et il n'y a plus de route ici. Donc, il y a quelques chalets où les gens vont en bateau. Et donc, c'est très isolé, ce qui fait que du côté québécois, les gens n'ont aucune idée où est-ce que c'est Chalk River. C'est vraiment un nom, tout simplement. Donc, ça a été développé pendant la guerre. Ça, c'est une vieille photo prise en 1954. Vous voyez ici le premier réacteur construit hors des États-Unis, le réacteur ZEEP, qui était construit pour fabriquer du plutonium. Et ensuite, il y a eu le réacteur NRX et le réacteur NRU qui a fermé ses portes récemment. Alors ici, vous voyez, c'est une photo récente, vous voyez le bâtiment du NRU, le bâtiment du NRX, le ZEEP qui est encore là. Et bon, derrière, vous avez une espèce de falaise ici et plus loin, vous voyez un lac à l'arrière. Alors, le dépotoir va être dans la pente, derrière cette colline, du côté du lac. Donc, alors ici, la photo est prise par un drone qui est au-dessus de la falaise et donc on voit la partie développée de Chalk River, l'Outaouais et le Québec derrière, l'autre côté. Ici, c'est le même drone qui s'est simplement retourné. Alors, le dépotoir va être ici, dans cette zone qui est maintenant couverte d'arbres. Et on voit que plus loin, près du lac, tous les arbres ont l'air morts. C'est parce que c'est une zone de marécage qui entoure le lac. Et donc, le dépotoir radioactif va vraiment se drainer dans ce marécage. Ici, c'est une vue qui a été prise, qui est tirée de l'émission Découverte. Donc, on voit de quoi va avoir l'air le dépotoir une fois rempli. Ici, vous avez les marécages et le lac Perch. L'autre côté, le lac, j'oublie son nom, qui était l'ancien bras de la rivière. Et donc, ici, c'est la même chose. Vous avez une carte, le dépotoir, les marécages, et vous voyez que le cours d'eau, ça descend et ça va jusqu'à l'Outaouais.
Ce qu'on voit ici en rouge, c'est la sortie d'eau traitée du dépotoir qui va être amenée avec un tuyau jusqu'au fond du lac et qui, lui aussi, évidemment, se draine vers la rivière. Ça, c'est tiré de l'émission Découverte. Toute la zone marécageuse ici a été illustrée de façon plus visible. Mais c'est évidemment une base militaire. On ne peut pas la survoler, c'est interdit de survol. Et il y a eu beaucoup d'accidents nucléaires dans le passé. Il y a eu des sites où on a tout simplement déposé des produits radioactifs liquides dans le sable et ces produits-là se répandent actuellement vers le marécage. On voit le lac qui est ici. Et donc, c'est en partie ces sols contaminés qu'on veut regrouper dans le futur dépotoir. Il y a plusieurs de ces sites-là. Là, je ne veux pas parler de tous les sites ici, c'est des choses souterraines de produits radioactifs. C'est tout à Chalk River. Sur le site, des silos de combustible nucléaire, des bunkers de déchets nucléaires d'intensité moyenne. Et là, on retombe sur le projet de dépotoir. Ça a l'air d'une belle pelouse gazonnée et ce n'est pas pour rien. Parce que l'élément le plus crucial de la sécurité du dépotoir, c'est l'efficacité des tondeuses. Ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Voici pourquoi. Parce que le dessus du dépotoir, il est constitué d'environ 6 pieds il y a une membrane de plastique très mince et de 2 mm avec de la roche, de la terre, du sable, du gazon. Et les promoteurs admettent eux-mêmes que si on laisse des arbres pousser dans cette zone-là, les racines vont inévitablement percer la membrane en moins de 50 ans. Même chose s'il y avait des animaux fouisseurs, des marmottes, etc. Donc, il va falloir constamment surveiller parce que le drame, ce serait que cette membrane soit percée. Et donc, on ne peut permettre aucun arbre pendant des centaines d'années. Pourquoi? Ça, c'est la coupe du fond. Alors, vous avez là encore à peu près 4 ou 5 pieds. Donc, ici, au fond, il y a plusieurs membranes, il y a du sable. Ça, c'est les déchets qu'il va y avoir. Et ça, ici, c'est une zone de 2 pieds de glaise. Alors, ce qui arrive, bon, là, ici, vous avez une coupe du dépotoir. Et lorsque la membrane va être percée, l'eau va rentrer. Elle ne pourra pas ressortir parce que la membrane du fond va s'user beaucoup plus lentement. Et donc, on va se retrouver, ça va descendre la côte et ça va remplir tout le fond qui est ici à gauche. Jusqu'à ce que ça arrive à la frontière ici, et là, ça va couler à l'extérieur. C'est ce qu'ils appellent le scénario de la baignoire. Et il fait partie de leur scénario normal, c'est-à-dire que c'est un déroulement inévitable dans leur scénario. Donc, on retombe sur la photo qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui était tirée de Découverte, qui illustre donc quand l'eau radioactive va sortir et va couler vers le ruisseau qui mène à l'Outaouais. Ici, ce n'est pas Découverte, ça c'est directement leurs propres illustrations. Là, ce serait une zone un peu plus avancée quand le fond serait aussi percé. Et là, il y aurait donc des fuites majeures et par le fond et par la surface de produits radioactifs dilués dans l'eau qui va baigner dans tout ça. Et c'est un déroulement inévitable. Ils ont travaillé les... non, ça, je vais passer ça.
la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, donc, on dit que les déchets radioactifs sont stockés dans les aires de gestion des déchets. Actuellement, je les ai montrés très, 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 très rapidement. Mais le projet, c'est de faire la transition pour que les déchets, qu'on passe à une évacuation des déchets directs. Donc, quand on va recevoir des nouveaux déchets, on va directement les jeter au dépotoir, ni vu ni connu. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans tout ça? Il n'y aura personne pour surveiller. Enfin, oui, il va y avoir la commission de sûreté nucléaire pour surveiller, mais le public ne sera pas là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce dépotoir? On nous dit seulement des déchets radioactifs de faible activité. Ah bon, OK, c'est plutôt rassurant, inquiétez-vous pas, c'est des déchets généraux, des sols, des débris de démolition, etc. Sauf que ce que j'ai découvert à ma grande surprise, c'est que la définition des déchets de faible activité a été changée. Pendant tout le temps où j'ai été actif comme journaliste jusqu'en 2009, un déchet de faible activité, c'est un déchet qu'on pouvait manipuler à main nue, sans aucun blindage. On parlait d'une dose, un débit de dose de 2 millisieverts par heure. Ça, c'était une façon de mesurer la dose que quelqu'un recevrait. Et si c'est en bas de 2 millisieverts par heure, vous pouvez le manipuler sans blindage et ça devient un déchet de faible activité. Ça a toujours été ça, mais le texte qui est ici, qui est en anglais, c'est un document de l'Agence internationale de sûreté nucléaire, le document GSG1, qui est cité maintenant dans tous les documents de référence canadiens, et où on nous dit dans ce court passage que dans les systèmes de classification précédentes, des déchets de faible activité étaient définis étant des déchets qui n'avaient pas besoin de blindage pendant la manipulation et le transport. On pouvait donc les toucher à main nue. Maintenant, les déchets, la nouvelle classification, low-level waste is waste that is suitable for surface disposal, near surface disposal. Donc, c'est des déchets qu'on peut maintenant rejeter à la surface du sol ou près de la surface du sol. Alors, on a changé complètement la définition. C'était des déchets qui étaient peu dangereux, donc on disait on peut les entreposer en surface. Maintenant, on disait tout déchet qu'on pourra entreposer en surface sera qualifié de déchets de faible activité. Or, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas de faible activité parce que les déchets qu'on met en surface, si vous l'entourez de béton, de blindage, ce n'est pas des choses que vous pouvez toucher. Et effectivement, les déchets qu'on va mettre dans le dépotoir, il va y avoir des déchets qui vont demander des blindages de haut niveau et qui sont beaucoup plus radioactifs. Alors, Monsieur Provost, on va oui, juste faire une petite pause pour notre interprète. oui. Donc, on va faire une pause de 2 minutes, tout le monde. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez à la salle de bain. Puis après, je vais vous demander de conclure parce qu'il nous reste peu de temps pour finir les présentations et la discussion. Donc, 2 minutes de pause, tout le monde.
Ils nous ont mis 2 minutes de pause. Ils m'ont coupé la parole. Ils m'ont coupé la parole. Ils ont mis 2 minutes de pause. Donc, nous allons reprendre avec la conclusion de M. Provost. On pourrait en parler à l'infini, puis je pense qu'on va en parler dans la discussion. Oui. Mais ce serait intéressant d'avoir aussi le temps pour la discussion. Il nous reste 28 minutes. OK. Donc, ici, vous avez une diapositive qui a été publiée dans une rencontre Zoom le mois dernier par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et il disait qu'il continuait à dire que les déchets radioactifs de faible activité ne nécessitent généralement pas de blindage. Donc, on continue à dire que ça ne nécessite pas de blindage alors que ça ne fait plus partie de la définition. Mais on a rajouté le mot « généralement » et on continue à dire… oups. Excusez. Bon, et on continuait à dire que, par contre, les déchets radioactifs de moyenne activité nécessitent un blindage. Donc, on fait comme si on n'avait pas changé la définition. Quand on leur a posé des questions là-dessus, on nous dit, parce qu'on disait que les déchets radioactifs de faible activité, c'est ceux qu'on peut mettre dans un site près de la surface. Ils disent oui, mais l'installation de gestion des déchets près de la surface n'acceptera que les déchets de faible activité qui devront se conformer aux critères d'acceptation. Et donc, ce n'est pas arbitraire. Et les critères d'acceptation, quand on les regarde, on s'aperçoit que c'est très flou parce que selon le contenant, les caractéristiques des déchets sont différentes. Si vous avez un contenant étanche ou pas un contenant étanche, les quantités ne sont pas les mêmes. Et si vous avez un contenant étanche, les radionucléides à longue durée de vie, il n'y a aucun maximum. Par exemple, ici, vous avez des maximums en becquerel par gramme qui donnent le nombre de désintégrations, mais dans les contenants étanches, il y a un maximum seulement pour les déchets de longue durée de vie. Ceux de courte durée de vie, de moins de 30 ans, il n'y a aucun maximum de radioactivité. Donc, c'est de faible activité, mais il n'y a pas de maximum d'activité. Et ça laisse une ouverture, par exemple, pour le cobalt-60, qui a une courte durée de vie et qu'on va pouvoir placer dans le dépotoir en quantité illimitée. Déjà, on prévoit que 99% de la radioactivité du dépotoir va venir de déchets comme le cobalt-60, qui sont extrêmement radioactifs et qui devront être entourés de blindage de plomb et de béton. Alors, j'arrête là, simplement pour dire que quand on nous dit que c'est de faible activité, là, c'est vraiment une démarche qui est trompeuse et qui vise à induire le public en erreur. Voilà ma conclusion. Merci. Merci beaucoup, M. Provost. M. Hendrickson?
thank you. I'll see if I can share Monsieur screen. Provost, il faut juste arrêter le partage de votre écran. Oh boy. No, it's tricky. Donc, si vous avez déjà des questions en tête, je vous invite à les écrire dans le chat. On n'aura pas tant de temps pour la discussion, fait que préparez vos questions mentalement, puis vous pouvez déjà les écrire là, pour qu'on en prenne compte. Okay, can you hear me? Let's go down. Yes, in 1943, U.S. President Roosevelt and British Prime Minister Churchill created a committee to coordinate nuclear weapons research. In April of 1944, with Canadian Minister C.D. Howe in attendance, these gentlemen agreed that Canada should build a heavy water reactor to produce plutonium for nuclear weapons. So Chalk River was under construction when the war ended in 1945. This facility was established with no consultation or accommodation with Algonquin peoples, who never ceded their rights to the 3,700 hectare site. And NRCan estimates that over half the nuclear waste at Chalk River, including contaminated buildings, buried waste, and contaminated lands, came from Cold War weapons-related activities. So this picture shows the original 10 megawatt NRX reactor in 1948. In December 1952, it had a severe accident with melting fuel and a hydrogen explosion. A flatbed truck was used to haul away the intensely radioactive reactor core. The truck was manned by a relay team of drivers, each spending only a few minutes behind the wheel before running away to make room for the next driver, limiting their exposure to lethal radiation. And the core was buried in the sand at Waste Management Area A, where it remains today. The details of the accident were kept away from the media to avoid creating public doubt about the government investment in nuclear power. Gilles showed this slide. A more powerful version of the NRX was rebuilt on the original foundation and started up in 1954. In the building on the right, the white building on the left is the plutonium recovery lab, and closer to the river, a larger 135 megawatt reactor, the NRU, is shown under construction. It ran from 1957 until March 2018, when it was the world's oldest operating reactor. The NRU was a major source of medical isotopes. This was a profitable business for Atomic Energy of Canada Limited, but was privatized by the Mulroney government in a deal that created the private company Nordion and left Canadian taxpayers with the waste from isotope production. So all these facilities in this slide are now shut down, and they produce long-lived radioactive waste for which no long-term management plans are in place. This 1984 picture shows Port Hope waste being shoveled into a concrete structure at Waste Management Area B at Chalk River. And all these wastes are in temporary storage. A federal radioactive waste inventory done in 2015 shows about 500,000 cubic meters
of Chalk River waste. In the early years, much of this was simply dumped in sand pits. Liquid waste discharges continued for over 40 years. The NRX reactor core from the 1952 accident and 2 other reactor cores are buried in the sand near Waste Management Area A. And of the roughly 20,000 cubic meters of radioisotope production waste, some of the liquid medical isotope waste was sent to the US recently, but the remainder, which contains weapons grade uranium, was solidified and it is still at Chalk River. Canadian Nuclear Laboratories has an integrated waste strategy that calls for shipping all radioactive waste not to be abandoned at other federal facilities to Chalk River. Over 2,000 waste shipments from Whiteshell Laboratories are planned in total, and roughly 100 have arrived already. Structures have already been built for spent fuel waste from Whiteshell. To date, smaller amounts of radioactive waste have been shipped from the Gentil 1 reactor and the Douglas Point reactor, and more shipments are planned. Chalk River also has Canada's only licensed commercial waste facility for industry, hospital, and university waste. And some industry waste, such as disused cobalt-60 sources and expired tritium lights, have been imported from around the world. A 2011 Ottawa Citizen article shows the existing waste areas in red and their radioactive plumes in pink. Radioactive tritium, carbon-14, and strontium-90 are leaking from Area A and the liquid dispersal area on the right, from Area B in the middle, and Area C and the nitrate plant on the left. 4 groundwater treatment facilities operate continuously to remove part of the contaminants from the plumes of radioactive groundwater. These plumes are contaminating lakes and streams that drain into the Ottawa River. Cleaning up these leaking waste areas should be the top priority for the Chalk River Laboratories. 3 multinational engineering firms own Canadian Nuclear Laboratories, SNC-Lavalin, Fluor, and Jacobs. The latter 2 are Texas-based. The 3 companies have a 10-year contract to operate all federal nuclear facilities. They want to build a 1 million cubic meter radioactive waste mound similar to a municipal landfill. The mound would be next to wetlands that are already contaminated. The leachate from the mound would be run through a wastewater treatment plant that would remove some contaminants, and wastewater would be discharged through the pipeline, shown in red, into Perch Lake, and then would flow through Perch Creek into the Ottawa River. However, radioactive tritium cannot be removed by wastewater treatment, so the radiation level of Perch Lake would increase roughly 3-fold to about 7,000 disintegrations per second per liter of Perch Lake water, which would add to the contamination already flowing into the Ottawa River through Perch Lake. Now, waste dumping would cease after about 50 years, and there would be a cover on top of the mound. The waste would dry out, leaching would stop, and the treatment plant would be closed. But then, as others have mentioned, the top cover would disintegrate, likely before the bottom liner. Water would pool in the base of the mound during snow melt or high rainfall, and the leachate would overflow into Perch Creek and then into Ottawa River for many thousands of years. As others have mentioned, the 3 companies also want to dispose
of the 22 megawatt NPD reactor, which is 25 kilometers upstream from Chalk River, by entombing it in concrete and grout and then abandoning it in place 100 meters from the river. This would create another long-term source of radioactive contamination of the river. And as noted before, the International Atomic Energy Agency says that entombment is not an acceptable way to decommission nuclear reactors. Now, the three companies are somewhat reluctant to describe what would go into the mound, but its base could potentially be uranium refinery waste that were shipped from Port Hope in the 1970s, which have tons of uranium and arsenic. The largest amount of radioactive waste would be probably, at least in terms of the radiation. Small in volume, large in radiation would be industry waste, such as the cobalt-60 industrial and medical gamma irradiation devices that have been shipped around the world and then re-imported to Canada. And hundreds of tons of lead shielding would be required to limit worker exposures to these rather radioactive wastes. As well, hazardous waste such as lead batteries, fluorescent light tubes, and with mercury, asbestos, electronic waste, etc., could also be put in the mound. These are some containers stacked at Waste Management Area H, which have radioactive building debris that's been shipped from the White Shell laboratories. If the mound is approved, these containers would simply be driven directly into it and abandoned there, and we don't really know what's in them. Now, if the companies that propose to build the mound were to actually respect the radiation inventory limits in their proposal, the mound would actually do virtually nothing to address the federal nuclear liability. It could contain only 7% of the radium and uranium in Waste Management Area F. That's the one with the Port Hope uranium refinery waste, and it could contain only 2% of the beta and gamma radiation and 30% of the alpha radiation in the liquid dispersal area. So it wouldn't, why build a facility? It would do virtually nothing to address the federal government liability. It would be expensive to operate. It would destroy 34 hectares of mature forest, plus critical habitat for endangered bats, birds, and turtles, and it would permanently contaminate the Ottawa River. Now, Area H also has 3 of these shielded modular above ground storage units, and these are the newest and most robust radioactive storage facilities at Chalk River, and there's already approval to build 3 more. Now, waste from the leaking waste management areas could be unburied, properly characterized, packaged, labeled, and put in these facilities. But even these facilities will last only about a century, which is not long enough to contain and isolate radioactive substances with half-lives of tens of thousands of years for the duration of their radiological hazard. Other countries are using longer-term approaches for their radioactive waste. This is a Finnish facility with tunnels bored several tens of meters into crystalline rock, and low and intermediate level waste are being transported through the tunnels to be placed in separate silos. So, in summary, and I guess I can read this one. I'll move something here. Chalk River has long-lived and highly radioactive wastes that have resulted from federal production of plutonium, medical isotopes, and transfer of commercial waste to government ownership. And these wastes are contaminating soil, groundwater, surface water, and wetlands that are discharging into the Ottawa River.
In 2015, the federal government contracted several private companies to get these wastes and its liabilities off its balance sheet as quickly and cheaply as possible. The companies want to put the waste from Chalk River and other federal sites into a giant mound. And they also want to entomb the nuclear power demonstration reactor and abandon it in place. Radioactive materials, toxic chemicals, heavy metals would leak from both of these proposed waste facilities, and possible future human intrusion would result in excessive human radiation exposures for thousands of years. So I want to point out on May 20th, the Federal Impact Assessment Agency got a letter from the City of Ottawa, which was written to the Minister of Environment, asking the minister to initiate a regional assessment of these radioactive waste disposal projects. And the minister, the federal minister, Wilkinson, has 90 days until mid-August to respond to that request. The recommendations on this slide, such as upgrading the groundwater treatment facilities, building more of these above ground storage units, not entombing the NPD, not shipping more waste from other federal facilities, and initiating a siting process for a below ground vault to contain and isolate wastes that actually conforms to international safety requirements, unlike the proposed entombment or the mound. These ideas hopefully could be discussed and examined in a regional assessment. So thank you for the opportunity. Thank you, Mr. Hendrickson. We have some questions in the chat, and I guess we'll end at 8:15 if that's all right with everyone. So we have a bit of time to discuss. I do have a few questions related to previous discussions, incluant, je vais aller au français, incluant Madame Ginette Charbonneau, votre collègue, Monsieur Provost au ralliement. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas de loi au Canada contre l'importation des déchets nucléaires? Ça a l'air d'avoir été mentionné dans les médias par des anciens du gouvernement libéral, du Parti libéral du Canada, comme étant une voie économique qui pourrait être bénéfique, en fait, d'importer des déchets nucléaires pour en faire du Canada une don. Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit et non seulement il n'y a pas de loi qui l'interdit, mais quand on exporte justement, par exemple, des sources de cobalt-60, les contrats prévoient que lorsque ces matériaux-là vont perdre de leur intensité, ne seront plus utilisables, qu'on va les récupérer au Canada. Et donc, l'évacuation des déchets est inclus dans le prix de vente d'une certaine façon. Donc, tous ces déchets-là, le Canada dessert à peu près 90% du marché mondial du cobalt-60 et tous ces déchets de cobalt-60 reviennent au Canada automatiquement et vont être enfouis dans le futur dépotoir de Chalk River. Monsieur Hendrickson? Yes, and those wastes eventually get transferred to Chalk River and become government-owned and taxpayer responsibility. So the government is actually subsidizing the cobalt-60 industry in a very significant way. Oui, puis c'est encore plus inquiétant. Il y a une partie de rapatrier ses propres déchets créés de façon nucléaire et une autre partie d'avoir un problème mondial des déchets électroniques. Puis là, que vous avez dit que ça pourrait en fait être une zone de déchets électroniques et de voir aussi la croissance du nucléaire aux États-Unis, puis le manque de loi en fait pour protéger le Canada d'importation de futurs déchets nucléaires. On a une question dans le chat de Madame Morin. Le gouvernement est au courant que les scénarios de déversement radioactif sont certains. Quels arguments sont avancés pour justifier quand même l'acceptabilité de ce projet?
Il n'y a pas d'argument. Le gouvernement fait comme si c'était un projet de l'entreprise privée, alors que les déchets lui appartiennent, les déchets, les laboratoires nucléaires canadiens travaillent pour le gouvernement, à contrat pour le gouvernement, et c'est le gouvernement qui s'est entendu avec la Commission de sûreté nucléaire pour changer les définitions de déchets. Tous ces gens-là travaillent ensemble, donc on essaye juste d'éviter qu'il y ait un débat politique sur ces questions-là. Point. Parfait. Puis je vous invite les autres panélistes aussi à vraiment intervenir dès que vous sentez que vous avez quelque chose à ajouter. Où en sommes-nous dans le processus de consultation fédérale avant que le projet soit accepté? Bien, la Commission de sûreté nucléaire vient d'annoncer qu'ils sont satisfaits des études d'impact, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'étude d'impact finale et ils vont regarder si on a répondu à toutes leurs objections, ce qui semble être le cas. Et ensuite, on va faire une dernière audience publique sur l'évaluation d'impact final qui vient d'être remise il y a le mois dernier, et ça vient d'être annoncé. On n'a pas encore, c'est pas encore publié. Donc, j'ai demandé, par exemple, à avoir une copie de l'étude d'impact final et elle n'est pas encore disponible pour le public tant que les fonctionnaires n'ont pas fini de l'examiner. Mais on arrive à la fin du processus, là. Par exemple, tous les critères d'acceptation des déchets que j'ai montrés dans ma dernière diapositive ont déjà été adoptés par le gouvernement. Et même si les laboratoires nucléaires canadiens m'ont promis à Ginette Charbonneau et moi qu'ils allaient encore les améliorer, ce n'est pas encore fait et on l'attend toujours. Ce serait étonnant qu'ils les améliorent vraiment ou qu'ils les rendent plus difficiles une fois qu'ils ont déjà été acceptés par la Commission de sûreté nucléaire. So if I could add that there are supposed to be 2 hearings at the end of the process. The first one is only for Canadian nuclear laboratories and not the public. The public is not invited until the second hearing to make comments on the project. And of concern is that, as Tom noted, Canadian Nuclear Safety Commission is thought of as a captured regulator that has never turned down a project, and they have the final and only decision on whether these projects can go forward. Even the federal cabinet, the elected government officials under the Canadian Environmental Assessment Act have no final say on the projects, which is quite problematic in our view. Oui, nos collègues de Sierra Club aux États-Unis nous ont parlé avant l'événement, puis ils demandaient s'il fallait aller jusqu'à la désobéissance civile, en fait, pour se faire entendre. C'était le cas pour eux il y a 40 ans en Oklahoma. Est-ce qu'il y a une autre façon que les citoyens peuvent se faire entendre dès maintenant, selon vous, qu'on puisse se mobiliser? Well, I think it's also likely that there will be some form of legal action. I'm hopeful that maybe some of the indigenous groups that are seeing their rights violated by these projects may be able to mount a legal challenge to the projects. Thank you. Donc, Madame Evelyne Gigantesque, une ancienne ministre du gouvernement en Ontario, de 1990 à 1995, pose la question suivante, en anglais. Leaving the cost of waste to private corporations encourage cheap, inadequate management of waste. Would we be better to have the cost of waste management be placed with government?
Well, I'll start. I think others should actually comment on this. Is an important question. We feel that there should be an independent, our group, and I guess I'm speaking for our local group, the Concerned Citizens, because we haven't had a full discussion as Sierra Club, but we feel there should be an independent waste authority, which is independent of both government bodies that promote nuclear energy, such as Natural Resources Canada, and also independent of the private nuclear industry. Necessarily, as a government-created body, it would probably report to Parliament on a regular basis. So there would be some connection to elected government officials. This is our small groups thinking about what it's very similar to arrangements in quite a number of other countries that have what we consider to be much better governance of radioactive waste. Yeah, sorry. Vas-y, Tom. Okay, I'd like to add, that I believe firmly that waste has to be managed out of industry's hand, because industry is there to make a profit. That usually leads to shortcuts. Shortcuts lead to accidents. And as I said in my presentation, there is no margin for error here. You cannot have accidents. You can't have best efforts. You've got to make sure that it's foolproof. And I don't think industry is capable of doing that. And in the past, it has always been a case of you privatize the profits to industry, but you nationalize the risks and the consequence to the public. And I think this has to stop. So I think the only practical and secure method is to have the government or a third party that is not driven by profit and that has a very long-term view to manage these waste sites. Le problème dans ce cas-là, c'est aussi que même la plupart des déchets dont on parlait à Chalk River appartiennent déjà au gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même est en conflit d'intérêts, ce qui complique beaucoup le problème. Mais plusieurs groupes ont demandé, dans le cadre de la consultation sur la gestion des déchets, qu'au moins ce soit des ministères à vocation de protection, comme le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement, qui soient responsables de gérer les déchets radioactifs, plutôt qu'un ministère qui est chargé de promouvoir l'industrie nucléaire. Alors voilà. Moi, j'ai peut-être une question pour M. Provost qui connaît bien la lutte en fait depuis le début. Est-ce que justement les partis d'opposition, autant au fédéral que peut-être les partis du Québec aussi, se sont opposés à ce projet-là ou ont sommé en fait le gouvernement en place à revoir le projet pour en faire un projet plus sécuritaire? Parce que peut-être qu'une campagne en fait nationale et puis pourrait avoir cet objectif-là de lever justement au niveau politique le débat. Si c'est ce qu'ils veulent pas, peut-être qu'on devrait faire ça. Bien, il y a eu des démarches auprès de plusieurs partis. Là, je suis un tout petit peu embêté parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore publiques, mais de façon générale, évidemment, les partis qui ne sont pas au pouvoir ont étaient plus sympathiques, plus critiques face au projet. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une grosse mobilisation et c'est très difficile de mobiliser la population. Je disais tout à l'heure, la plupart des Québécois ne savent même pas où est Chalk River et ils ont l'impression que le débat ne les concerne plus maintenant qu'ils n'ont plus de centrales nucléaires. Les Ontariens la population est réticente à partir en guerre contre le nucléaire ou contre les déchets nucléaires parce qu'ils en ont besoin pour leur électricité. Donc, beaucoup de citoyens se sentent en conflit d'intérêts. Là, il y a une campagne pour promouvoir les petits réacteurs nucléaires et donc présenter ça comme une solution d'avenir.
ce qui fait qu'il est difficile actuellement d'organiser une grande pression publique. En tout cas, les partis d'opposition ont essayé, mais c'est difficile de travailler ensemble. Et puis, on ne peut pas dire qu'ils ont eu beaucoup de traction dans le débat public jusqu'à maintenant. Fait que ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont présents ce soir, c'est vraiment de nous suivre, en fait, autant sur les réseaux sociaux que dans nos infolettes, sur nos sites Internet, que dès qu'il y aura des actions, en fait, qu'ils puissent les partager, et puis nous appuyer, puis communiquer un maximum d'informations, parce que c'est vrai que je pense que la clé du succès dans cette campagne de mobilisation-là, c'est d'informer un maximum de gens. Donc, l'enregistrement de ce soir, si vous pouvez le divulguer largement dans vos réseaux, puis vraiment aller chercher un maximum de population, que ce soit à l'extérieur de la région touchée, là, parce que l'impact va se faire sentir vraiment à grande échelle s'il y a des déversements. Peut-être pour répondre à une des questions qu'il y avait dans le chat, est-ce qu'il y aurait en fait un taux de radioactivité auquel on devrait plafonner pour alerter? Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a un déversement, même si on atteint un seuil critique, la contamination va se faire au niveau de la faune et de la flore, puis va se disperser par la suite. Parce que la radioactivité, ce n'est pas comme une fuite de pétrole, ça se transfère d'un organisme vivant à un organisme vivant selon la chaîne alimentaire. Donc, on ne peut pas attendre d'atteindre un seuil critique avant de réagir. Il faut vraiment travailler en amont. Puis, c'est vraiment dans la prévention et de la non-acceptabilité de ce projet-là, en fait, qui faut aller de l'avant. Donc, tenez-vous informés, puis parlez-en massivement. C'est ce qu'on peut faire de mieux là, en ce moment pour se mobiliser contre ce projet-là. Effectivement. On a plusieurs merveilleuses questions dans le chat. Est-ce que vous savez s'il y a une alternative à ce projet-là? Il parle d'un monde qui risque de couler pour sûr. Est-ce qu'il y aurait une façon de faire un projet qui fonctionne et qu'on limite les risques? Ole? Well, yes, I did, in my final slide, make some suggestions about putting it in longer-term storage facilities for now. Properly, a lot of the waste is buried, and these leaking areas need to be cleaned up. That should be the highest priority. And it's pretty clear that that's not really what the goal of the companies is, to clean up the leaking waste areas. They basically, I think they want to make Chalk River into a pretty campus and take down a lot of the old buildings that still are making it not look very nice. And putting the waste into proper above ground storage, labeled, characterized, packaged for 100 years would give us ample time to explore the possibility of underground storage vault, like I showed the one in Finland, and lots of other options. France has a much better type of concrete vault facility that protects the waste from water, so you don't have the leaching problem. So there are many alternatives that other countries are already using for low and intermediate wastes that were not properly examined in the current process, in my view. As I mentioned, the surface of the Earth, the crust, is not stable in this time scale of tens of thousands to 100,000 years. So all these waste proposals are really short to medium term. They're not long term, and they're also much more expensive. I think the Harper government really tried to hand off the industry this huge liability at an economic scale at a discount. The best waste storage that I know of is to entomb all the waste in ceramic cartridges, which are kind of impervious to most forces that are on Earth, but this is prohibitively expensive. And even then, we don't know if that's going to last more than 10,000 years. So I think the main focus, really, besides what to do with the waste, is not to produce any more of the waste. Une dernière question, il nous reste 5 minutes avant de devoir quitter.
La Ville d'Ottawa s'est formellement opposée au projet. Il y a plus de 150 municipalités, incluant le Québec et l'Ontario, qui se sont formellement opposées. Est-ce que cette approche-là est efficace? Est-ce qu'ils ont été entendus? Est-ce qu'ils ont un pouvoir de stopper? Ça fait une pression politique, ça ferait une pression sociale, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas l'impression que ça réussit à stopper le déroulement du projet. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Le gouvernement pensait régler ça en 1 an et ça fait 3 ans, 4 ans que ça dure. Le débat, on a dû refaire les études, refaire les évaluations d'impact, modifier la nature des déchets. Donc, le projet a été obligé d'évoluer, mais j'ai aucune raison de penser qu'on va réussir à le bloquer. Quelqu'un veut parler pour le mot de la fin? Quelque chose à dire? On finit vraiment sur une note triste. Mais je pense que le signal, c'est vraiment de ne faut pas lâcher prise. Puis je pense pas que c'est le moment, en fait, de baisser les bras et de se dire que de toute façon, la lutte est perdue d'avance. Je veux dire, tant aussi longtemps que le projet n'est pas accepté et que la première pelletée n'est pas donnée, je pense qu'on doit continuer à se mobiliser puis en parler largement. Puis au contraire, plus le projet, en fait, se veut dévastateur, plus ça va être facile pour nous d'argumenter contre ce projet-là. Il faut utiliser justement ce levier-là pour montrer notre position. Puis il faut vraiment le faire connaître, enfin, un maximum. C'est vraiment, je pense, ce qui va nous aider aussi, malheureusement. Donc, nous, c'est sûr que du côté de Haut-Secours, on va essayer de voir pour donner le plus de visibilité possible au niveau du Québec. On a quand même beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont dispersées partout au Québec. Le lac des Deux-Montagnes, le fleuve Saint-Laurent, c'est quelque chose qui est très cher dans le cœur des Québécois. Même si ce n'est pas des gens de la région, je crois qu'on doit tous se sentir interpellés par ce projet-là. Donc, on va voir comment on peut faire pour augmenter la visibilité, puis on va les taper aussi à la porte des élus pour essayer de mobiliser qui se positionnent contre, que ce soit au niveau du fédéral ou du provincial, mais il faut absolument qu'on fasse connaître ce projet-là, heureusement. La Ville de Montréal s'est aussi prononcée contre, etc. Donc, il y a de l'opposition et c'est certain que même ce qu'on a dit ce soir, je veux dire, oui, ça peut avoir l'air pessimiste d'une certaine façon parce qu'on ne prévoit pas que le gouvernement va céder facilement sur ce projet-là, mais en même temps, il est tellement manifestement inacceptable que l'obstination du gouvernement devient un moyen, un outil de mobilisation, finalement. Oui, puis je sais de Mme Charbonneau, votre collègue, que le projet était bien pire, en fait, avant que vous le suiviez et que vous talonniez le gouvernement pour toutes ces modifications-là. Donc, on vous remercie sans limite pour le travail que vous avez déjà investi. Il est écrit dans le chat que vous êtes des héros. C'est vrai. C'est une des pires menaces, puis c'est important de redire que le fleuve Saint-Laurent est le bassin d'eau potable de tous les Montréalais et de beaucoup de municipalités de la communauté métropolitaine. Donc, il faut se battre contre ce projet-là. Merci d'avoir été là, puis suivez-nous sur nos pages. On vous aime. Au revoir. Merci.